je me suis aperçu cette semaine, quand je préparais mon topo, que c'était le même. J'ai retrouvé mes diapos de l'an dernier. J'ai dit, je vais en faire un topo. Alors, j'ai imaginé un autre topo qui est la même chose, mais sur les masses solides, c'est-à-dire les nouveautés. Et vous allez voir que vraiment, c'est en train de changer. Voilà. J'ai appelé ça vers une prise en charge 2.0, parce que c'est vrai que nos amis anatomopathologistes, qui sont en fait aux manettes de ces choses-là, sont en train de voir le cancer du pancréas pour les 15 à 20 ans à venir, déjà maintenant. Et nous, on est encore au fulfirinox, hein, donc c'est bien, mais on a fait des progrès. Vous avez vu ces magnifiques papiers, le traitement adjuvant, le England of Medicine, on double, même plus, la durée de vie des patients réséqués. Hein, vous savez, jusqu'à présent, c'était 20% des patients réséqués qui survivaient. Là, dans cette étude, c'est 45%, donc c'est phénoménal. Bon, maintenant, on est sur les protocoles de néoadjuvant, c'est-à-dire, est-ce que le néoadjuvant, par le fulfirinox ou un autre, va rajouter quelque chose, bien sûr, aux patients borderline, qu'on essaye de rendre résécables, mais même aux patients résécables, est-ce qu'il faut faire? Et en fait, des nouveaux cibles, des nouvelles cibles décelées par les anatomopathologistes arrivent, et le but, c'est que ce cancer, qui est quand même le cancer le plus redoutable dans notre spécialité, devienne quelque chose qui soit, on va dire, ressemble au cancer du côlon, voilà, avec des patients quand même qui ont une belle chance de survivre, et ainsi de suite. Ça va être basé, en fait, sur l'histologie. C'est l'histologie qui va nous donner la cartographie de ces cancers, car ils sont tous différents. L'adénocarcinome pancréatique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a tellement de sous-types que voilà, les cibles sont très 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 variées. Alors, juste le background, c'est donc un cancer qui a triplé en 20 ans, près de 15 000 cas cette année, en 2017-2018, et la prévalence est bien sûr supérieure maintenant à l'incidence, mais enfin globalement c'est quand même un cancer catastrophique. Le problème de ces tumeurs solides, c'est qu'il ne s'agit pas toujours d'adénocarcinome, et en plus on va voir qu'il y a plein de sous-types. Et donc 15% des cancers du pancréas ne sont pas des adénocarcinomes. Et le point essentiel, ça c'est pour nous cliniciens, c'est que quand on confie un patient au chirurgien pour une tumeur résécable, ce qui n'est pas si fréquent que ça, eh bien dans 6 à 10% dans les centres experts, c'est-à-dire que tout le background qui conduit au diagnostic d'adénocarcinome, eh bien dans 6 à 10%, en fin de compte, il n'y avait pas d'adénocarcinome du tout, et il n'y avait même pas de tumeur du tout. Ce qui pose quand même problème pour une intervention aussi importante, aussi longue, aussi mutilante, aussi voilà. Et pour nous, gastro-entérologues, quand on a un patient qui n'est pas métastatique, voilà, il a une masse, eh bien, vous voyez que l'adénocarcinome, au final, ce n'est que 55 à 70% de ces masses qui sont devant nous. Et puis les autres, c'est des masses inflammatoires, on en a parlé, et d'autres tumeurs plus rares, si bien que tout ça, ça justifie une histologie. Vous avez par exemple ce papier paru en 2014 de l'équipe de Mainz et l'équipe de Vérone, qui sont deux grandes équipes sur le cancer du pancréas, et qui illustrent le fait que lors de la dulopancréatectomie céphalique, vous voyez qu'il y a eu à peu près 10% de faux positifs de cancer, et vous voyez que les diagnostics, c'était dans 40% des cas une pancréatite auto-immune, dans 50% des cas là, ce qu'on appelle la pancréatite paraduodénale, qui est en fait la pancréatite du sillon, qui mime le cancer, et voilà. Donc tout ça, c'est très difficile, et ce sont bien sûr, comme ce sont des maladies bénignes, ce sont des maladies résécables. Et donc dans le groupe des patients résécables, on en trouve plus, puisque elles donnent un ictère, un doxine, tout ce que vous voulez, mais il ne s'agit pas d'un cancer. En pratique, on a besoin de savoir quel est le type de masse que l'on a devant nous lorsqu'il n'y a pas d'extension, donc on n'est pas sûr que ce soit une tumeur. Premièrement, est-ce que c'en est une? Et deuxièmement, quand la tumeur est maligne, on a besoin de savoir quel est son type histologique pour un protocole néoadjuvant ou pour un traitement palliatif. On fait ça depuis 25 ans avec des biopsies et chondroscopiquement guidées qui ont remplacé les biopsies percutanées parce qu'elles sont moins morbides, elles sont plus efficaces, il y a moins de trajets à traverser, donc moins de risques d'ensemencement. Et vous voyez que les résultats en valeur prédictive négative sont mauvais, 65% pour un diagnostic de cancer en valeur prédictive négative, c'est pas bon.
Autrement dit, quand la biopsie est négative, on n'est absolument pas certain que ce ne soit pas l'adénocarcinome. On a donc modifié les aiguilles de prélèvement, pour essayer d'améliorer tout ça. Et une recommandation de l'ESGE est sortie en 2017, une évaluation, pardon, de l'ESGE, la Société européenne d'endoscopie, qui, en fait, est arrivée 2 ans trop tôt, puisqu'elle a repris les recommandations de 2012, avec les nouvelles aiguilles 2012-2017. Le seul problème, c'est que ces aiguilles ne changeaient rien. Et donc, globalement, elle a dit qu'il n'y avait pas de modification entre les nouvelles aiguilles d'avant 2012, enfin 2012-2017 et celles d'avant 2012. En revanche, les nouvelles aiguilles, celles qui changent tout, elles sont apparues en 2017, et donc elles ne sont pas dans cette évaluation, et c'est ce qu'on appelle les aiguilles coupantes. Et ces aiguilles coupantes ont une extrémité différente, et contrairement aux aiguilles d'aspiration dans lesquelles on faisait de la cytologie, voire un cytobloc c'est de la cytologie en paraffine, techniquée comme de l'histologie, mais ça reste de la cytologie. Donc voilà ce qu'on faisait jusqu'à présent, et ces aiguilles coupantes, elles font de l'histologie. C'est-à-dire qu'on a des carottes biopsiques qui ressemblent à celles du foie. Et vous savez que dans les maladies du foie, pourquoi il y a eu autant de progrès extraordinaires? C'est parce que depuis 30 ans, 40 ans, on a des histologies du foie. Les hépatologues, les chercheurs, ils travaillent sur des morceaux de foie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent travailler. Nous, on n'a jamais vu ça, sauf sur des pièces opératoires, et c'était pas suffisant dans ces groupes de malades qui n'étaient pas, ils sont un peu différents entre les malades qui sont résécables et les malades qui ne sont pas résécables, ils sont très certainement différents, et en fait on a présenté pas du tout ces différences. Donc ces aiguilles coupantes changent tout, et vous allez voir qu'elles changent tout. Donc il y en a 3 types, on va passer, et la technique c'est qu'on n'aspire plus, on coupe. Ça donne des coupes histologiques, voilà, des coupes histologiques, alors qu'avant c'était un cytobloc, c'était la cytologie en paraffine. Et là vous avez une carotte biopsique d'adénocarcinome pancréatique. Vous voyez ce que ça donne dans la technique d'évaluation macroscopique de l'écho-endoscopiste qui regarde ce qu'il a obtenu, et vous voyez des carottes biopsiques avec ici moitié de caillots, moitié de tumeurs, et ce sont réellement des fragments histologiques. Et on fait donc des diagnostics qu'on ne faisait jamais, comme la pancréatite auto-immune, avec une histologie de pancréatite auto-immune, ce qui était impossible auparavant, mais on fait bien sûr des diagnostics d'adénocarcinome. Vous avez ici, tout ça, c'est de l'adénocarcinome. Le caillot, il n'y a que ça. Tout le reste, c'est de l'adénocarcinome avec le stroma, les tubes. Vous avez absolument tout. Ici, par exemple, vous n'avez que du stroma et quelques tubes. Et ici, vous avez beaucoup de tubes et pas beaucoup de stroma. Vous pouvez faire des diagnostics qu'on ne faisait jamais, comme la métastase de cancer du rein, qui était un diagnostic histologique et cytologique quasiment impossible sur une aspiration. Maintenant, vous avez des diagnostics de métastase de cancer du rein évidents, dans 100% des cas, en bougeant 3 fois votre aiguille. Alors, ces aiguilles ont été évaluées, et si vous regardez cette étude de 2019 qui compare l'aspiration FNA avec les aiguilles standards 2000 patients et la biopsie avec les nouvelles aiguilles coupant 1000 patients, eh bien vous voyez que c'est beaucoup mieux, avec par exemple ici 92% d'efficacité versus 71% avant. Alors il y a plusieurs types d'aiguilles, on va aller très vite, ça ne vous intéresse pas, mais elles montrent qu'elles sont meilleures. Voilà. La Sharp-Core, c'est Medtronic, elle est meilleure que les anciennes. La Franzen, c'est Boston, l'Acquire, elle est meilleure. Et quand vous comparez les deux, elles sont pareilles. Voilà. Alors, voilà, ça c'est la technique d'évaluation macroscopique, on appelle ça MOSE, pour Macroscopic On-Site Evaluation. Et donc vous avez 54 tumeurs, et vous voyez que quand l'écho-endoscopiste dit qu'il va y avoir un bon résultat, eh bien c'est corrélé à l'histologie. Dans 94% des cas, il avait raison. Rien qu'en regardant son prélèvement, il sait qu'il y aura un bon résultat. Et vous voyez que dans ces malades, 54 malades, il avait le bon résultat dans un seul passage, dans 50 lésions sur 54, et il a eu 2 passages pour 4 lésions. Et maintenant, il y a un protocole prospectif qui tourne. Alors, le but de cet exposé, c'est d'arriver à ça. Jusqu'à présent, on faisait de la cytologie, sur l'âme, on pouvait faire de la cytologie monobloc, et faire ensuite des cell blocs, et on pouvait faire de la microhistologie. Mais les anatomopathologistes nous disent, la microhistologie, il faut avoir des fragments. Pas de fragments, pas d'histoblocs. Des cytoblocs, mais pas d'histoblocs. L'histobloc, c'est des fragments. Vous les avez ici dans ce tube, voilà.
Et on peut dire, on leur a posé la question, pourquoi il faut faire plus que l'étalement, ou que la cytologie, ou que le cytobloc? Eh bien, tout simplement parce que si vous comparez donc une cytologie ou un cytobloc à FNA pauvre et à FNB, donc avec le stroma et tous les tubes, eh bien vous voyez que c'est pas pareil. Par exemple, ici, c'est le diagnostic de tumeur. Bon, vous le faites avec les 3. Ici, c'est les sous-types tumoraux. Avec l'étalement, vous ne les faites pas. Ici, c'est les sous-types d'adénocarcinome. Avec les micro-RNI, vous ne les faites pas. Et ici, c'est le protéine du stroma, bien sûr, vous n'en faites rien. Avec une FNA ou une FNB pauvre, comme on le faisait avant, parce qu'on faisait déjà de la FNB, mais seulement dans 40-50% des cas. On avait des petits fragments microscopiques. Voilà. Et bien, avec ça, vous faites le diagnostic de tumeur, vous faites plus ou moins le diagnostic de différence de tumeur, vous faites plus ou moins, en fait, quasiment pas, les sous-types d'adénocarcinome, et vous ne faites pas les protéines du stroma. Et quand vous avez un prélèvement riche, ben, tout est bien. Voilà, vous obtenez tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi on fait mieux? Mais parce qu'il y a des cibles, maintenant, qui sont autres que le folfirinos, que l'adénocarcinome. Voilà, voilà. Et ces cibles, c'est les premières, c'est ce qui va modifier le stroma. Vous savez que l'adénocarcinome pancréatique est la tumeur qui a le plus de stroma. Et c'est probablement pour ça qu'elle est la plus agressive. Les cellules sont très hypoxiques, et plus elles sont hypoxiques, vous le savez en cancérologie, plus elles sont agressives. Et donc ils ont testé des médicaments qui détruisent le stroma pour permettre à la chimiothérapie classique d'arriver plus facilement sur les tubes malins et détruire les tubes malins. Alors c'est un protocole, par exemple, cette étude randomisée a randomisé 279 patients sur un schéma Abraxane, gemcitabine, néoadjuvant, qui est le même que folfirinox en efficacité, enfin en adjuvant, et c'était des SPAD4, je vous rappelle, et ils ont randomisé contre le même protocole, plus ce produit qui détruit l'acide hyaluronique. Bon. Et dans le stroma, il y a des stromas riches en acide hyaluronique et des stromas pauvres en acide hyaluronique. Et il est clair que si vous donnez ce traitement sur un stroma pauvre en acide hyaluronique, globalement, vous n'allez rien changer. En revanche, si vous donnez ce traitement sur un stroma riche en acide hyaluronique, votre objectif qui est de libérer ce stroma et de favoriser la délivrance de la chimiothérapie a des chances de marcher. Voilà. Et par exemple, on a isolé, donc grâce à ces biopsies histologiques, des patients qui sont à grande quantité d'acide hyaluronique et des patients qui sont à faible quantité d'acide hyaluronique dans leur stroma. Et vous voyez que la courbe de survie, elle est totalement différente, c'est-à-dire que vous doublez votre temps de survie avec ce protocole, et bien sûr le critère d'inclusion c'était d'avoir suffisamment de stroma pour faire ça. Donc vous voyez, par exemple dans ce protocole, il est impossible d'inclure des patients si vous n'avez pas une histologie, un histobloc comme on l'a actuellement. Voilà, et donc on fait actuellement une évaluation quantitative et qualitative du stroma, et c'est un des critères qui va sortir dans les nouvelles recommandations pour les cytopathologistes pour évaluer les malades. Et ce n'est que le début. Alors, si je résume, quand vous faites la richesse du prélèvement, elle permet, en fonction de sa richesse, divers objectifs. Quand il est pauvre, diagnostic bénin malin, c'est tout. Quand il est bon, on type le cancer. Quand il est encore meilleur, on fait tout un tas d'immunomarquages. Et quand il est riche, très riche, on fait la prise en charge de zéro. Et voilà ce que l'on va faire dans le futur. Et c'est déjà le cas dans des centres ultra spécialisés. On peut faire donc des panels d'auto-anticorps, par exemple, ici on vous a pris les lésions kystiques, bon, c'est pas des lésions solides, mais c'est le même principe, où maintenant on a des mutations qui permettent dans les lésions kystiques de dire qu'elles sont de haut grade, alors que l'imagerie ne voit rien qu'un kyste, mais il y a quelques kystes qui sont déjà en train de se transformer alors qu'on ne voit rien. Jusqu'à présent, on fait des images, on fait une cytologie qui nous dit qu'il n'y a rien, on est content, et 2 ans après, l'adénocarcinome vient sur cette paroi, et on ne comprend pas bien pourquoi celui-là, il est en adénocarcinome, et l'autre qui est identique, il n'est pas en adénocarcinome. En réalité, par des mutations, on peut mettre en évidence bien à l'avance des mutations qui montrent que ce kyste est en train de se transformer. Bon, ça c'est un exemple de ce que l'on peut faire. On peut faire maintenant des signatures ARN, ce qui donne un profil de sensibilité aux thérapies et qui est en train d'égrainer les différents sous-types des adénocarcinomes, car l'adénocarcinome pancréatique, on avait bien compris que les malades sont totalement différents lorsqu'ils ont la même tumeur, et ben voilà, ben c'est simplement parce qu'en fait les tumeurs étaient différentes, et ce n'est que le début de ce démembrement. Et vous voyez ce que l'on fait maintenant, par exemple, moi avec Jérôme Cross, je lui donne à chaque prélèvement
d'adénocarcinome, un tube pour qu'il fasse pousser la tumeur. Et donc Jérôme, il fait pousser tous les adénocarcinomes que je vois, et il fait des organoïdes. Et avec les organoïdes, eh bien, vous faites plein de choses. Par exemple, vous avez un patient, il n'est pas BRCA. Bon, il n'est ni un ni deux. Mais en réalité, maintenant, on sait que dans la tumeur, il peut y avoir des mutations BRCA, et donc ils vont être accessibles à des traitements, alors que les malades ne sont pas BRCA. Donc, par exemple, eh bien ça, vous le mettez sur les organes, c'est les organoïdes qui vont vous permettre de savoir ce profil particulier. On peut faire des chimiogrammes, bien sûr, grâce aux organoïdes, et on fait, maintenant, ils mettent au point des signatures ARN de sensibilité aux différentes chimiothérapies. Enfin bon, ça explose, mais c'est la pathologie qui est au centre de tout ça. Et c'est la seule manière. Alors bon, ces nouvelles aiguilles coupantes, quand faut-il les utiliser? Je vais terminer comme ça. Bah, en fait, toujours, quand vous avez une masse solide, il faut prendre globalement la plus fine. C'est probablement ce qu'il y a de plus simple, car elle donne suffisamment de matériel, mais il faut être un peu prudent parce que ces aiguilles coupent, et donc vraiment faites attention où vous la mettez, parce que ça coupe. Je vous remercie.